Mesdames et messieurs, bienvenue sur la tranche réservée à l'invité du jour. Aujourd'hui, je reçois dans le fauteuil de l'invité Fulbert Adjemer-Rossou. Il est journaliste spécialiste des questions environnement. Fulbert, bonjour. Soyez les bienvenus. Merci. Alors, la semaine africaine du climat s'ouvre le lundi 4 septembre à Nairobi, au Kenya, sous le thème Solidarité africaine pour une action climatique mondiale. Que peut-on attendre de cette semaine du climat? On attend toujours que l'Afrique puisse préparer correctement sa COP parce que bientôt ce sera la COP 28 Oui. et c'est un rendez-vous, c'est une occasion pour pouvoir converger les différentes actions à mener à Dubaï pour ne pas se retrouver à la COP avec en tant que mendiant parce que très souvent on va là-bas pour défendre la position de l'Afrique, mais on nous voit comme un mendiant. On nous voit comme celui qui commande des ressources pour pouvoir créer la résilience sur le continent africain. Donc il faut davantage affiner les positions, il faut davantage définir les priorités. Et en termes de priorités, il y a la question qui a été abordée à la COP 27, qui est celle de la compensation, la question des pertes et préjudices, qui peut revenir davantage ou qui doit revenir. Et à la question de la transition énergétique qui est également une question cruciale parce que faut-il laisser le pétrole africain pour s'approprier le soleil? C'est-à-dire faut-il laisser les énergies fossiles pour notamment les énergies renouvelables? Beaucoup se disent aujourd'hui l'Afrique a des ressources comme le pétrole pour pouvoir se développer. Pourquoi abandonner alors que les Européens, alors que les Occidentaux ont davantage construit le développement à partir de ces énergies-là? Donc il y a ce débat-là qui revient de plus en plus. Donc ces questions seront davantage abordées à Nairobi début septembre. Mais d'aucuns pensent que cette rencontre est une rencontre de plus, que l'Afrique n'a pas grand-chose à décider. L'Afrique a, L'Afrique a beaucoup à décider parce que l'Afrique, certes, n'émet pas grand-chose en termes d'émissions de gaz à effet de serre, mais l'Afrique est essentiellement vulnérable. Quand on est actuellement dans la période de crue, notamment au Bénin, en début de période de crue, et quand on voit les situations notamment à partir du bassin du Niger, les situations en termes de ravages quand il y a crue, on voit la vulnérabilité davantage des communautés à laquelle il faut faire face. Mais il faut des moyens pour ça. Le problème en Afrique, c'est qu'on n'a pas de moyens pour pouvoir véritablement s'adapter. On n'a pas de moyens pour pouvoir véritablement résoudre les situations de crise. Quand il y a une crise d'inondation quelque part, il faut forcément attendre pour déployer les moyens. Il faut forcément attendre pour déployer des secours. Mais quand il y a une situation d'urgence en Europe, ils sont suffisamment préparés pour ça, pour Oui. en moins de 24 heures ou en moins de 48 heures régler. Ici, en termes de prévention même climatique, on n'a pas forcément les dispositifs pour les mécanismes appropriés. Quand on lance une alerte météo, combien de personnes sont atteintes? Quand on avertit que peut-être dans 2 semaines, le bassin se va passer au rouge, combien de personnes sont touchées? Et quelles sont les dispositions qui sont prises pour que effectivement on puisse déplacer les gens de tel milieu à tel autre? Donc on a beaucoup de situations chez nous qui font que notre vulnérabilité est un problème à aborder à ces rencontres-là. Donc, ce n'est pas des rencontres de trop. Il faut harmoniser forcément les points de vue pour aller de l'autre côté à la COP avec des idées assez fortes. Malheureusement, très souvent, ce que l'on constate à la COP, c'est qu'on a plusieurs régions. La région Afrique du Nord, peut-être la région Afrique subsaharienne. Chacun va aussi avec des intérêts. Les pays du bassin du Congo, ou bien les pays du bassin du Niger, ou bien les pays forestiers. Donc, quand on se retrouve à la COP encore, chacun se regroupe encore autour des intérêts pour pouvoir défendre des positions d'une région ou d'une autre. Donc, il faut forcément créer désormais la symbiose pour qu'on ne se retrouve pas à être fragilisé par les Occidentaux. Voilà. Vous l'avez dit, la COP à Dubaï, c'est maintenant que ça se prépare. C'est surtout lors de la semaine africaine du climat que les grandes décisions seront prises pour la COP à Dubaï. Concrètement, qu'est-ce que nous pouvons apporter en tant que journalistes spécialistes des questions environnement? Merci. C'est le véritable enjeu même aujourd'hui
communication climatique. Pas plus tard que la semaine dernière, à l'école d'été du journalisme de la Fondation Vallée, on a abordé la question. La couverture des questions climatiques par les médias africains est assez faible. Et la couverture des questions climatiques par les médias africains francophones est encore même plus faible. Il se trouve que la plupart des documents sur les questions climatiques sont en anglais. La barrière linguistique étant, beaucoup de médias africains n'ont pas la possibilité d'aller piocher les informations. Quand le GIEC publie un document sur le climat, ça n'atteint pas forcément les médias francophones. Parce que les documents qui sont en anglais et traduits peut-être plusieurs mois après. Donc il y a la barrière linguistique. Nous sommes dans une région où la culture scientifique n'est pas développée. Donc quand vous produisez en tant que média spécialisé en Afrique francophone, notamment chez nous au Bénin ou au Togo ou au Niger, vous adressez à une communauté qui ne comprend pratiquement pas grand-chose de ce que vous dites. Changement climatique, carbone, émissions de gaz à effet de serre. Il y a tellement de jargon dans le domaine du climat que les gens n'arrivent pas à percevoir le contenu. Le défi aujourd'hui pour les médias africains, notamment dans l'espace francophone, c'est d'arriver à changer de ton. Le ton journalistique doit complètement changer pour permettre aux communautés de comprendre en quoi le changement climatique va les affecter, en quoi le changement climatique est une réalité, en quoi aujourd'hui le changement climatique est aussi une opportunité. Opportunité parce que quand on veut changer, quand on est dans une transition énergétique par exemple, il y a des emplois verts qui sont créés. Quand on est dans une agriculture résiliente ou intelligente, il y a des opportunités de création d'emplois aussi. Donc il faut voir en quoi, quand on dit aux gens changer de comportement, en quoi le changement de comportement peut aussi aider à améliorer l'économie. Donc quand on n'est pas dans une logique de reporter d'espoir, on va toujours donner l'impression aux gens qu'on est alarmiste et donc que le changement climatique c'est un danger, le changement climatique c'est une menace. Ils vont se dire, bon voilà, des pyromanes qui sont là, nous font peur tout le temps. Donc il faut davantage aller vers le journal de solutions pour aider les communautés à être résilients, aider les communautés à saisir les opportunités pour s'adapter, aider les communautés aussi à être véritablement acteurs qui participent à cette résilience-là. Donc ce n'est pas qu'on crée la résilience pour les populations, mais on aide les populations à être acteurs, partie prenante donc de cette résilience qu'il faut créer. Et pour ça, il faut davantage évaluer le besoin des communautés en termes d'information. Aujourd'hui, les populations ont besoin de quelle information pour pouvoir s'adapter. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut apporter en tant que média spécialisé des questions de l'environnement, de santé, d'énergie. Aujourd'hui, en tant que journaliste, comment nous-mêmes on peut améliorer des formats de production pour pouvoir se faire davantage entendre. Oui. Il ne suffit pas seulement d'écrire de longs textes pour dire qu'on est en train de parler du changement climatique. Il ne suffit pas seulement de dire qu'on a fait une production radiophonique de 15 minutes pour pouvoir parler du changement climatique, mais il faut aller vers des formats un peu plus soft, un peu plus interactifs aussi, oui, pour permettre aux gens, en 2 clics, de comprendre ce que c'est que le changement climatique. Donc, aller vers une éducation scientifique autour des questions climatiques aiderait davantage à susciter l'engouement donc, des populations locales dans un pays où presque 70% de la population ne comprennent pas la langue française. Donc, si possible aussi, aider les radios communautaires à mieux couvrir les changements climatiques et surtout éviter la saisonnabilité des couvertures climatiques. On se dit chez nous, c'est quand il y a la saison des crues, entre août et octobre, qu'on se préoccupe des inondations, notamment dans les médias au Bénin. Mais quand les inondations passent, on se préoccupe très peu de la sécheresse. Mais c'est vrai que les inondations font des morts et on compte les morts. Notamment quand on fait le point, on se dit qu'il y a une quarantaine de morts au cours de la saison des crues. Mais quand on passe à la sécheresse, il y a peut-être des morts, mais des morts invisibles. Parce que quand il y a sécheresse, il y a famine. Quand il y a sécheresse, il y a perte de récolte et autres. Le producteur, certainement, n'arrive pas à n'arrive pas à avoir le rendement qu'il faut. Il y a une insécurité alimentaire. L'insécurité alimentaire crée aussi des morts. Mais on ne voit pas ces morts-là pour pouvoir les compter comme dans la période des inondations. Donc il faut éviter de couvrir seulement les inondations, mais il faut aussi couvrir les autres crises qui accompagnent le changement climatique, notamment les crises de sécheresse, les crises d'insécurité alimentaire et autres aléas qui peuvent survenir au cours de cette période-là. Donc il faut être journaliste climatique tout au long de l'année plutôt que d'être climatique seulement entre juillet et novembre, période au cours de laquelle on a plus de problèmes d'inondation au Bénin. Il faut également que les journalistes pensent à réaliser des magazines en langue locale, oui, Fongbe par exemple, et d'autres langues locales.
Oui, tout à fait. Comme je disais, on a une grande majorité de personnes qui ne comprennent pas la langue française. Oui. Et donc, surtout quand on remonte à partir de Guaycon dans le zoo jusqu'à à Malanville, on a plus de radios communautaires qui sont aux côtés des communautés. Mais combien de radios communautaires arrivent à éduquer effectivement les producteurs sur quand est-ce qu'il faut semer, quand est-ce qu'il faut récolter, quelle semence est adaptée pour telle période ou telle autre. C'est vrai que Météo Bénin, par exemple, donne des alertes pour dire que là, on aura des poches de sécheresse de telle période à telle période. Mais quand on dit juste ça, comment le producteur arrive à percevoir ça? Donc, il faut que davantage les radios communautaires puissent produire des magazines, puissent produire davantage des émissions qui aident de façon terre à terre les producteurs à pouvoir s'adapter, qui aident de façon terre à terre les, pourquoi pas les éleveurs à pouvoir s'adapter, tous les acteurs de la communauté, notamment notre communauté du zoo, communauté de la librairie, à pouvoir s'adapter en fonction donc de leurs besoins. Donc il ne suffit pas seulement de dire d'accord, on est radio communautaire, on produit une émission. Il faut d'abord le besoin de la localité. Les besoins de la librairie ne sont pas les besoins du bassin du zoo. Oui. Les besoins du bassin du zoo ne sont pas les mêmes que le bassin de l'UME où on produit davantage, même beaucoup de patates. On ne pourra pas déplacer les solutions de l'UME vers le zoo parce qu'il y a forcément une réalité qui est différente dans le zoo quand on compare à l'UME. Donc les radios communautaires doivent évaluer le besoin de leur milieu, voir la pertinence donc des problématiques, la priorité, définir les priorités et en fonction de ça, construire maintenant des émissions suivant des formats notamment interactifs. Parce que quand on est en interactivité, on a au moins un retour. Si c'est une radio, c'est une émission interactive, on a au moins la participation du public pour pouvoir savoir comment réajuster le programme. Mais quand on fait juste un magazine, on n'a pas forcément un retour. On diffuse peut-être un magazine de 7 minutes ou bien de 15 minutes. On diffuse, on n'a pas forcément un retour. Il faut beaucoup plus aller vers l'interactivité pour échanger, dialoguer avec les communautés, réagir en fonction de leurs besoins, réadapter le programme en fonction de leurs besoins. Et là, on peut se rendre vraiment utile. Fulbert Adjimerossou, qu'avez-vous à dire en guise de conclusion? En guise de conclusion, je voudrais bien que nous puissions davantage mieux jouer notre rôle en tant que journaliste couvrant des questions climatiques. Et quand on dit climat, ce n'est pas seulement purement de l'environnement, c'est des questions de santé également, c'est des questions d'éducation également, parce qu'en période donc, de crue, les enfants ont de difficultés à aller à l'école. Donc c'est aussi une question de droit à l'éducation, c'est aussi une question de violence basée sur le genre, peut-être c'est aussi une question d'inégalité. Quand on retrouve des femmes qui sont plus vulnérables que les hommes dans les milieux ruraux, et quand il s'agit donc de questions climatiques. Donc il faut davantage que nous puissions couvrir les questions climatiques en couvrant l'ensemble des autres questions et non en se focalisant davantage sur les questions de l'environnement. Et aussi dire que nous devons porter davantage la voix de l'Afrique, qui est un continent vulnérable, en montrant aux autres parties du monde que nous sommes déjà affectés par le changement climatique. Peut-être que pour eux, nous ne sommes pas aussi vulnérables parce que les incendies qu'on observe ces jours-ci, la hausse de température qu'on observe ces jours-ci, c'est beaucoup plus de l'autre côté de l'Occident. Donc, ils se disent certainement qu'on n'est pas aussi affecté qu'eux. Il faut montrer en tant que médias désormais aussi que nous avons des problèmes peut-être qui dépassent les leurs parce que nous sommes plus vulnérables à pouvoir réagir face à ces problèmes-là. Fulbert Adjimerossou, merci. C'est moi. Je rappelle que vous êtes journaliste, spécialiste des questions environnement. Mesdames et messieurs, c'est moi. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. C'est tout pour ce numéro de l'invité du jour. À très vite sur Radio Afrique Santé.